Mais oui, l'école est finie. Bon, eh ben oui, c'est la dernière de la saison, enfin peut-être, parce que finalement, en fonction de l'actualité, il y en aura peut-être d'autres. L'année 2025, elle a été marquée par quoi? Elle a été marquée déjà par un taux d'épargne qui est exceptionnellement élevé. C'est donc bon pour le business des conseillers en gestion de patrimoine. Elle a été marquée par le retour en grâce de l'assurance vie, la poursuite des difficultés de certaines SCPI, une forte présence toujours déstructurée. Et puis d'un point de vue géopolitique, économique et boursière, elle est quand même marquée par de très fortes tensions, une très forte montée des risques. Et on ne sait pas en fait si on est content ou mécontent que cette année-là se termine. Voilà, dernière émission de l'année. Je vous retrouve dans quelques instants pour vous en donner le sommaire. Tout de suite, générique. La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente Et plus encore. Allez, je commence tout de suite avec un scoop, dernier sommaire de l'année 2025, a priori, puis en tout cas dernier sommaire masculin, parce que en 2026, il y aura désormais plus de femmes en plateau. Moi, vous en dites plus sous peu. En attendant, ce soir, en plateau, on commencera avec une nouvelle rubrique Solutions Retraite avec Michael Boll, responsable grand compte chez l'UMR au groupe Vive. Nous parlerons avec lui du succès de l'épargne retraite, à la fois pour les clients et à la fois pour les distributeurs. Présent avec nous aujourd'hui, Georges Delataille pour son journal décalé. Notre édition spéciale sera consacrée au SCPI. Avec nous, David Sexic, fondateur de Remake AM. Martin Jackson, le nouveau patron d'Atlante Voisin, qui après la suite de Jean-Christophe Antoine, et avec nous également Éric Costra, le président de Perial. On parlera donc immobilier dans cette émission qui est très largement patrimoniale. On conclura avec Solutions Patrimoine avec Olivier Dagenac, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière de Viplus. Et avec lui, on parlera d'un phénomène très important, c'est les transferts de patrimoine auxquels nous allons assister avec le vieillissement de la population. Mais on commence tout de suite avec la nouveauté de l'émission, Solutions Retraite. Nouvelle rubrique dans cette émission, Solutions Retraite, avec nous Michael Bill, responsable grand compte de l'UMR, membre du groupe Vive. Michael, on va parler d'épargne retraite. Est-ce qu'on peut dire que la réforme de la loi Pacte de l'épargne retraite a été un franc succès ? C'est effectivement un franc succès. On a un marché qui est dans une très belle dynamique. Si on regarde les chiffres de France Assureurs à octobre 2025, on a 7 700 000 assurés pour un encours global de 105 milliards d'euros. Donc on peut effectivement confirmer que ça prend. Alors, on rappelle que l'épargne retraite peut avoir une forme assurantielle ou une forme compte-titre, mais que c'est clairement la partie assurantielle qui l'a emporté. Comment vous expliquez ce succès de l'épargne retraite aujourd'hui ? Finalement, le législateur a voulu, avec cette loi Pacte, donner de la souplesse à des dispositifs retraite qui étaient un peu figés, durs dans les conditions de sortie. Là, on offre une solution qui est souple, lisible. On a capacité à faire des sorties en capital, en rente, en mix capital-rente, en fractionné à la demande. Donc c'est très très souple et on a ces 6 cas légaux de déblocage réglementaire. Ok, donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement le besoin en tant que tel n'a pas changé. Le besoin d'épargne retraite, il existait hier, il existe aujourd'hui, il n'a pas spécialement changé. En revanche, la nature même du produit a évolué. On est sorti du produit tunnel. Est-ce que le fait que finalement l'épargne retraite ressemble de plus en plus à de l'assurance vie traditionnelle est également en faveur? Ça a effectivement joué. On a un PER qui est cousin de l'assurance vie. Le fonctionnement, il a voulu se rapprocher de l'assurance vie. C'est juste qu'effectivement, on a ce projet retraite
qui doit être lié puisque le but, c'est bien de rester jusqu'à l'horizon retraite, alors que l'assurance vie est mécaniquement plus liquide. Juste par rapport à chez vous et à vos offres, vous travaillez avec différents types de distributeurs, avec des mutuelles, avec des conseillers en gestion de patrimoine. Est-ce que on peut faire des choses aussi sophistiquées dans le cadre de l'épargne retraite pour un distributeur que sur l'assurance vie traditionnelle ? C'est l'avantage effectivement de cette nouvelle solution. On a capacité au sein de cette enveloppe PER d'aller travailler des produits structurés, des fonds des FCPR. Donc, on a possibilité de, entre guillemets, s'amuser pour aller dynamiser son épargne. Ok. Est-ce que pour un distributeur, est-ce que les distributeurs ont contribué au succès du PER ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? Finalement, ils participent à la culture d'épargne retraite et ils vont aller éduquer leurs clients sur la capacité à épargner de manière régulière en versant avec des versements programmés, puisqu'il y a effectivement ce marché de transfert qui a dynamisé l'épargne retraite. Ça a été la clé, parce que finalement, c'était l'opportunité d'aller chercher du business en récupérant, en simplifiant les dispositifs des clients ? Exactement, ça a été le vrai démarrage de la solution PER. Maintenant, les distributeurs ont effectivement vocation à aller acculturer leurs clients sur ces dimensions épargne retraite et projet retraite en venant nourrir les PER avec des versements programmés, puisque ça va mécaniquement insuffler un réflexe d'épargne régulière. Et donc ça, c'est une vraie stratégie patrimoniale pour les Français. Mickaël, on va pas se voiler la face, il y a quand même un petit sujet fiscal. Le sujet fiscal, c'est qu'on a des cotisations qui peuvent être déduites du revenu imposable des gens. Et vous savez que j'aime les choses très pratiques. Je vais vous poser une question sur une éventuelle mise en garde. J'ai là sous les yeux, je prends mon téléphone, un message d'un intermédiaire qui m'explique qui s'intitule « Informations sur les dates de clôture des opérations en fin d'année 2025 ». Et on me dit, voilà, pour vos versements, pour vos retraits, etc., les dates à prendre en compte, vendredi 5 décembre, mercredi 10 décembre. En pratique, quand on veut défiscaliser, est-ce qu'il faut être vigilant à son partenaire pour notamment savoir quand est-ce qu'on peut trouver des solutions pour le client qui se réveille juste avant les fêtes? C'est effectivement un point important, hein, à l'instar de tous les produits de défisc où parfois il faut s'y prendre très très tôt pour éviter de rater cette date fatidique. Le PER, il va offrir cette possibilité d'aller très loin dans l'année et aller chercher de la collecte pour les distributeurs en fin d'année. Notamment à l'UMR, vous avez capacité, par des produits qui sont 100% digitaux, d'aller très tard dans l'année jusqu'au 26 décembre. Donc, effectivement, un client qui va se réveiller tard, donc plus son interlocuteur a la capacité à aller instruire ses versements en tard dans l'année, plus son client sera content et lui-même. Ok, avec une vigilance quand même, n'oubliez pas qu'il y a quelques petits sujets sur les virements bancaires au moment de Noël, donc à prendre en compte aussi, si vous pouviez le faire avant Noël, ça serait plutôt pas mal. Est-ce qu'il faut limiter le PER à un produit de défiscalisation ? Non, il ne faut pas limiter le PER à une produit de défisc, c'est clairement la cerise sur le gâteau, la fiscalité. On est vraiment sur une enveloppe qui est patrimoniale. Il faut vraiment le voir comme ça, avec cette volonté de l'associer à un projet retraite. Donc c'est l'enveloppe qui va correspondre au projet retraite. On peut se dire, je fais le match assurance vie PER, je peux aussi préparer ma retraite dans l'assurance vie. Oui, sauf que le PER, il a cette vraie vocation d'offrir l'avantage fiscal qu'on va pouvoir combiner et associer dans cette capacité d'épargne retraite, alors que l'assurance vie, elle, étant disponible, finalement, on peut se retrouver à la retraite avec un pécule de 0. Donc les deux sont complémentaires ? Exactement, les deux enveloppes sont à ouvrir. Alors sur l'assurance vie, on va dire dès la naissance, et le PER, c'est plutôt premier jour de la vie professionnelle. Mickaël, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tout de suite, le journal décalé de Georges Delataille.
La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente le Journal décalé. Jean-François, on va commencer par une question qui ne peut que intéresser les CGP. Qui sont les riches en France ? L'INSEE a fait une étude en se basant sur les données fiscales de 2022 et a regardé les 0,1% des revenus les plus conséquents, soit 40 700 foyers. Un petit groupe très aisé, vivant pour la moitié en Île-de-France, surtout à Paris et dans les Hauts-de-Seine, et un peu plus âgés que le reste des contribuables, leur âge moyen étant de 56 ans. Jean-François, si vous voulez faire partie de ce club, il fallait déclarer au moins 463 000 € en 2022. Le revenu moyen de ces foyers, lui, s'établissait à 1 million d'euros, de l'argent issu pour la moitié de dividendes et autres recettes tirées de leur actif financier, et pour 38% seulement de leur traitement, salaire et ou retraite. On parle de qui ? On parle de patrons, on parle d'héritiers variés, on parle de cadres supérieurs, on parle d'avocats, on parle de mannequins et on parle de sportifs. Si on zoome sur les 100 salariés les mieux payés, les mieux rémunérés, on dénombre 36 sportifs professionnels. Je vous le donne en mille, ils sont quasiment tous footballeurs de Ligue 1. Autre différence notable, pour être riche, il faut être marié ou il faut être pacsé. 82% d'entre eux le sont, alors que ce n'est que 32% pour le reste des autres foyers fiscaux. J'entrerai pas sur les débats de partage de valeur de la fiscalité, je suis sûr que vous allez me relancer là-dessus, Jean-François, mais en tout cas, je peux vous dire que d'un point de vue de gestion de patrimoine, ce sont des clients rêvés pour les CGP. Ouais, mais c'est marrant parce que alors moi, je vais vous faire une remarque là-dessus. Je reste. Vous mettre au foot ? Non, mais je suis super tatillon sur les termes. Je trouve que l'INSEE reprend des termes qui sont également utilisés par un autre observatoire. Je trouve que le mot riche s'applique à une notion de patrimoine et pas à une notion de revenu. Parce que, entre guillemets, si vous gagnez plein de fric et que vous balancez tout en consommation, vous n'êtes pas spécialement riche, vous avez un bon train de vie potentiellement, mais vous n'êtes pas riche au sens où je l'entends. Donc moi, je suis toujours très choqué sur ces études-là, sur l'usage du mot riche qu'on ne positionne pas, à mon avis, au bon endroit. J'entends votre point. Bon, on va totalement changer de sujet, on va parler de l'AMF. Et l'AMF, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a sanctionné très fortement un CGP et ses deux dirigeants, 2 millions d'euros pour le cabinet, 500 000 euros pour le dirigeant. La commission de l'AMF, elle a estimé quoi ? Que le cabinet avait de nombreux manquements. Je cite, pas d'outils d'archivage sécurisés, pourtant obligatoires pour être CIF, pas de respect des obligations professionnelles concernant ces dispositifs procéduraux sur la gouvernance des produits, l'identification des conflits d'intérêts, etc. Pas de documentation conforme à la réglementation et pas du tout agi de manière honnête et loyale dans le cadre de cette mission de contrôle. Cette sanction, elle est bien sûr grave pour le CGP et embêtante, ça prouve qu'il a mal fait son boulot, mais elle est aussi embêtante sur un autre sujet, sur l'intérêt de bien protéger le nom de ce cabinet, parce qu'il s'avère qu'il y a un autre cabinet parisien qui a le même nom, qui est un cabinet qui est beaucoup plus gros et qui a priori est un cabinet très respecté sur le marché, et ce cabinet, il peut se retrouver du coup dans des recherches Google avec des fausses informations, des mauvaises informations qui pourraient lui porter préjudice. Petite remarque par rapport à ça d'actualité, vous faites référence à une décision de la commission des sanctions de l'AMF. Il faut savoir que finalement les CIF sont, même s'ils ont des autorités d'autorégulation, sont quand même très largement dans le viseur de l'AMF. Et vous avez d'une part des commissions des sanctions, mais vous avez également d'autres sanctions qui peuvent être prononcées dans le cadre notamment de transactions administratives. Bref, il n'y a pas de séance publique comme sur une commission des sanctions, mais il peut y avoir des sanctions. Et il y en a d'ailleurs eu une récemment sur des sujets qui avaient trait à des SCPI. Qu'est-ce que vous avez d'autre pour nous pour conclure ? On parlait des jeunes pour terminer et de se dire comment est-ce que les CGP peuvent conquérir les nouvelles générations. Selon le dernier baromètre annuel de l'épargne et de l'investissement, toujours de l'AMF, les jeunes épargnants français, ils bouleversent les codes de l'investissement et ils imposent des placements en actions alignés avec leurs valeurs et avec leur mode de vie. Ils recherchent des entreprises qui croient, des entreprises qui incarnent des valeurs de bien-être, de durabilité et d'innovation sociale, loin du purement spéculatif. La performance, oui, mais avant tout, ils veulent des entreprises qui leur correspondent. Selon le courtier en ligne XTB France, il a regardé quelles étaient les 5 actions préférées des jeunes. Et accrochez-vous, Jean-François, vous allez a priori pas tout connaître.
La première, c'est Lululemon. C'est une société qui est un symbole de style de vie très sain, exactement comme vous. La deuxième, c'est Uber. Uber, donc tout le monde connaît, c'est la mobilité, les taxis, les livraisons de nourriture, etc. La troisième, là pour le coup, vous n'êtes pas du tout concerné, Jean-François, c'est WW International, qui s'appelle Weight Watchers. Donc c'est avant tout les régimes ou un mode de vie équilibré. Quatrième, c'est Roblox. Là, c'est quoi? C'est du métaverse et c'est du jeu dans le métaverse. Et la cinquième, c'est Spotify, que tout le monde connaît. C'est la capacité à écouter de la musique partout. Et le podcast de plus encore. Vous avez tout à fait raison, Jean-François. Et chose très importante, ces jeunes, ils sont aussi très actifs en bourse. Ils aiment ces actions, mais aussi, on voit que 63% des 25-34 ans réalisent au moins une transaction par an. Vous me direz, est-ce que le chiffre est gros ou pas gros? Oui, parce que si on compare aux plus de 50 ans, les plus de 50 ans, c'est seulement 34%. Donc, de nombreux enseignements à suivre pour les CGP. Écoutez Spotify, etc., etc. Merci d'avoir parlé de ces jeunes. C'est rigolo parce que tout à l'heure, dans Solutions Patrimoine, avec Olivier Dagenac, on parlera du phénomène du baby-boom qui fait qu'il va y avoir beaucoup de mouvements générationnels avec des transferts de patrimoine. Finalement, oui, le fait que une partie de la population vieillisse nous amène à nous intéresser aux jeunes. Merci beaucoup, Georges. Tout de suite, on attaque notre édition spéciale sur la pierre papier. Allez, édition spéciale, on parle pierre-papier aujourd'hui avec nos invités sur ce plateau. Un petit nouveau, Martin Jackson, désormais président du groupe Atlante voisin depuis le mois de juillet. Vous avez pris la suite de Jean-Christophe Antoine, qui était venu l'an dernier en plateau. Ravi de vous accueillir. Également, merci. Avec nous également David Sexic, fondateur et directeur général de Remake. Et avec nous, Eric Cosserin, le président de Perial. On va faire deux parties dans cette émission. On va d'abord commencer par s'intéresser à ce qui s'est passé dans cette année 2025 sur le marché des SCPI. Et puis on va essayer de réfléchir tous ensemble à ce que peut être la pierre papier de demain. Déjà, j'ai là devant moi les chiffres de l'ASPIM, les fonds immobiliers grand public du troisième trimestre. Alors, gare à ne pas se tromper dans la colonne que l'on lit. Si l'on regarde l'ensemble de la pierre papier, nous sommes depuis le début de l'année à 2,3 milliards de collectes. Si on regarde les seuls SCPI, c'est la première colonne, nous en sommes à 3,3 milliards. Déjà, Martin, est-ce que ce rebond vous surprend ou pas? Non, c'est un rebond qui s'inscrit dans la dynamique de l'année dernière. On pense néanmoins qu'il va être capé. Quelque part, on arrive à un niveau qui était une moyenne des 10 dernières années. On a une période de flambée pendant quelques années avec des liquidités abondantes par une politique monétaire. Aujourd'hui, on peut penser que le marché des CPI, en termes de collecte, va dépenser les 5 milliards en 2025. Probablement que 2026 sera encore une bonne année. Mais on ne peut pas retrouver le 11 milliards des années records de 2022. D'accord, donc pour vous, on est en train de revenir vers un rythme de croisière peu pro-normal. Éric Cosserin, vous en pensez quoi? Et quelles sont, selon vous, les grandes leçons à tirer de cette collecte 2025, pour l'instant, des 3 premiers trimestres des SCPI? Effectivement, c'est un rebond qui illustre, enfin, qui est assez modeste eu égard à ce qu'on a connu par le passé en termes de collecte. Je pense que on est un peu dans une année aussi nous vivons des années de transition entre à la fois gérer les CPI qui ont beaucoup collecté et qui sont très exposés bureaux et qui ont des sujets souvent de liquidité ou de part en attente, et puis également des produits qui se créent parce qu'on voit bien qu'on est dans un écosystème qui est assez dynamique et avec des nouveaux produits qui se créent et qui doivent monter en puissance. Donc on voit bien que cette collecte, elle reflète aussi la transition d'un marché de l'immobilier dans lequel vous avez un bas de cycle et dans lequel on est en train de reconstruire et de réinventer l'immobilier de demain. Alors justement, ça sera l'objet de notre deuxième partie. David, c'est quoi le driver de la collecte selon vous aujourd'hui? Parce que quand on regarde, on voit bien que le marché il est très très morcelé. C'est quoi qui fait la collecte? C'est la perf? C'est la nouveauté? C'est quoi? Alors déjà, c'est une bonne nouvelle d'avoir ce rebond du marché. C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de la profession, parce qu'on avait eu une baisse assez profonde quand même des niveaux de collecte, donc ça c'est plutôt bien. La deuxième bonne nouvelle, c'est que, comme le disait Eric, effectivement il y a un écosystème qui est dynamique. On a su, à un moment où le marché a baissé, on a fait en sorte, les sociétés de gestion, les professionnels de l'immobilier, de la pierre papier, ont fait en sorte que le marché ne se grippe pas. Il y a eu des nouveaux produits, ça c'est extrêmement important. Et le fait que les clients soient venus dans ce nouveau marché, sur ces nouveaux produits,
fait que la classe d'actifs des SCPI reste hyper attractive. Donc, il n'y a pas eu, comme on a eu des sujets dans les années 90 où il y a eu un désert total sur l'activité de cette SCPI, on n'a pas eu ce désert. On a eu des acteurs nouveaux qui ont émergé ou des acteurs plus anciens qui ont proposé de nouveaux produits. Mais en tout cas, on s'est retrouvé dans une situation où on a pu faire vivre le marché, et ça, c'est une bonne nouvelle. Après, ce qui drive la collecte, c'est effectivement peut-être l'opportunité. Il y a un certain nombre de produits qui se sont créés, donc avec des niveaux de rendement plus attractifs que ce qu'on a pu connaître. Alors là, c'est là où on voit certains peut-être qui font le grand écart facial façon Jean-Claude Van Damme, c'est que c'est pas des produits forcément plus risqués. Et c'est ça qu'on oublie peut-être de dire. On dit oui, c'est des produits à yield. C'est pas des produits à yield. En fait, le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde d'hier. On regarde les niveaux de taux qu'on connaît aujourd'hui n'ont rien à voir avec les niveaux de taux qu'on a pu connaître hier. Donc c'est totalement logique que des immeubles qu'on payait 4% précédemment, on les paye aujourd'hui à 7%. Donc ça, évidemment, ça influe sur la performance des SCPI. Ok, je voudrais qu'on regarde un peu l'environnement concurrentiel en termes de produits. Eric, la bonne nouvelle, ça a été la baisse des taux courts de la part de la Banque Centrale Européenne, qui fait que notamment, il n'y a plus beaucoup de concurrence du côté des produits sans risque type compte à terme. Pas vraiment. Je pense qu'on voit que le marché a du mal à redémarrer, notamment si on parle uniquement évolution de taux. Et on voit bien le taux de rendement des CPI se compare beaucoup plus au taux long. Et surtout, c'est que en fait, on fait de ce produit SCPI, qui est avant tout un produit immobilier sous-jacent et donc long terme avec un patrimoine derrière, des immeubles qui se travaillent, on en a fait un produit de taux. Et c'est vrai que on a un marché qui est assez dynamique en ce qui concerne l'écosystème SCPI, et c'est une bonne chose. Simplement, c'est que maintenant, il y a une espèce de concurrence effrénée sur les taux, et je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément sain dans cette approche du marché. Et donc, c'est comment revenir aussi aux fondamentaux, surtout lorsqu'on a dans un marché d'immobilier qui a baissé et qui doit se réinventer, se restructurer. Martin, question concurrence. Est-ce qu'aujourd'hui, la principale concurrence que vous ressentez, c'est celle des structurés? Non. Je trouve que le niveau de collecte, comme je l'indiquais, il revient à un niveau qui est naturel dans un marché qui se fluidifie, qui a repris un nouveau cycle. On a tous identifié l'arrivée de nouvelles SCPI qui viennent saisir ce point d'entrée bas, ce qui est une bonne chose. Mais on voit aussi que la collecte, finalement, elle est orientée sur des typologies. Donc, il y a une tendance de fond qui est l'investissement en dehors de l'Europe. Et quand on compare, on discute avec nos réseaux partenaires, finalement, la SCPI, elle reste le produit sous-jacent en pierre papier pour investir en immobilier. Parfois, elle peut être concurrencée par des aspects de club deal, par des FPCI, par d'autres produits adossés à l'immobilier et régulés. Mais ce ne sont pas les produits taux. Je rejoins complètement ton analyse. Les taux courts, c'est une chose, mais finalement, l'OAT, il est à 3,40. C'est ça qui est l'indice de base quand on veut comparer. Donc, on a un environnement aujourd'hui qui est très simple pour les SCPI pour investir, puisque on a une macroéconomie qui est lisible et on a un environnement qui est stable. On n'est plus dans une baisse des taux ou remontée des taux, on est dans un environnement qu'on maîtrise. David Sexy, question, je reste quand même sur mon sujet des structurés, parce qu'il y a des sujets de REM. On voit bien la déferlante des structurés qui sont des produits sur lesquels il y a une rémunération pour les distributeurs en upfront. Vous êtes un acteur, vous êtes là, mais si on regarde les modèles économiques, on en a parlé lors de la dernière émission, vous êtes un acteur qui avait lancé votre grosse SCPI, elle est sans frais d'entrée, donc vous êtes sur un modèle économique différent. Est-ce que vous ressentez cette concurrence sur le sujet des rétros? Alors bon, c'est sûr que si on aborde un produit déjà que par les rétros, c'est toujours une mauvaise chose. Parce qu'il faut toujours aborder le produit. C'est comme la fiscalité, quoi. On n'aborde pas un produit par la fiscalité et on n'aborde pas un produit par la rétro. Sinon, c'est une autre chose. Mais c'est vrai que, on va pas se mentir, il y en a quand même qui le font. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Historiquement, les CPI ont des niveaux de rétrocession importants, de la même manière que les CPI commissions de souscription, de la même manière que les structurés ont des niveaux de rétrocession importants. On va pas se mentir. Et donc, ça peut jouer peut-être dans la décision de certains de pousser ou pousser tel produit. C'est sûr que nous, à l'inverse, comme on n'a pas de commission de souscription et qu'on a des niveaux de rétrocession plus faibles, qui sont une structure de frais différente, donc on se retrouve dans une situation où on est un produit plus acheté que vendu. On vient pas chez nous pour acheter une part par hasard. Si un CGP pousse effectivement Remake Live, il le pousse pour les bonnes raisons. Par contre, on en reviendra un petit peu plus tard. Nous, on n'a pas de on n'a pas de religion sur la structure de frais, puisqu'on a des produits aussi bien avec commission de souscription que sans commission de souscription. C'est plus lié pour nous à la stratégie à du dogmatisme. On y reviendra. On vient de parler donc du marché. Maintenant, on va, si vous voulez bien, parler de vous. Je vais commencer avec vous, Martin. Là, je regarde là encore mon tableau.
près de 300 millions d'euros de collecte nette pour Atlante voisin depuis le début de l'année. Vous devez avoir une gamme où il y a 4 ou 5 produits. Qu'est-ce qui marche? On a 2 produits qui marchent très bien, Épargne Pierre et Épargne Pierre Europe. Sur l'année, on aura collecté 470 millions, compte tenu de la tendance qu'on observe, donc c'est une très bonne année. Dans les objets? C'est les objectifs? On est un peu au-dessus de nos objectifs. On n'avait pas non plus ciblé 500 millions, on pensait que le marché allait reprendre, mais pas autant. Donc, on voit ces 2 produits qui fonctionnent, des thématiques qui sont similaires, de l'immobilier indirect, Épargne Pierre qui est un produit de métropole régionale, diversifié, Épargne Pierre Europe qui est pur européen, pas d'investissement en France, donc avec un enjeu de diversification qui est plus important et qui est géographique. On voit que cet aspect européen, il attire à la fois les réseaux et les épargnants. Je pense que dans leur allocation d'actifs, ils ont une exposition à l'immobilier en France et qu'ils sont intéressés à s'exposer à d'autres marchés. Ok. David, je viens vers vous. Il y avait un produit historique chez vous, c'était Remake Love, qui était un produit diversifié. C'est pas qui était, il est pas mort. Hein. Alors justement, il en est où? Il en est où? Il continue sa petite vie. On va terminer l'année, on aura 850 millions d'euros de capitalisation et à peu près 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Donc on est sur une SCPI qui va collecter cette année environ 200 millions d'euros, ce qu'on s'était fixé, donc on est bien. Nous, aujourd'hui, la société de gestion, elle est structurée pour investir entre 2 et 300 millions d'euros par an. Donc si on devait un jour passer ce cap, il faudrait qu'on restructure la société de gestion pour faire face à cet afflux de collecte. Donc nous, on est plutôt dans notre business plan et on est aussi dans des niveaux de collecte qui nous semblent suffisants et pas trop importants pour pouvoir les déployer correctement. Eric, qu'est-ce qui collecte chez Perial? Alors nous, c'est surtout notre SCPI diversifié qui collecte, qui est Perial Opportunité Europe, qui est l'ancien PFO. L'ancien PFO. Donc, L'ancien PFO, voilà. Le nouveau nom, vous nous le rappelez? Perial Opportunité Europe. On a restructuré notre gamme et donc toutes nos SCPI commencent par Perial plutôt que les anciennes participations foncières. Donc on assume aussi à travers notre nom, je dirais nos stratégies de gestion, et c'est surtout celle qui communique et qui collecte et qui est surtout donc investie en Europe. Et puis nous sommes un peu dans une phase de transition et donc nous avons lancé 2 nouveaux produits et donc un produit axé sur la France. Et donc, on est un petit peu à contre-courant de ce qui peut se passer également en SCPI, en investissement SCPI, et puis un produit qui n'est pas une SCPI, qui est une FSCI. Alors, on va y revenir. Si vous le permettez, je voudrais quand même qu'on ouvre 2 secondes le chapitre de la liquidité sur les SCPI du bureau qui sont en difficulté. Ça bouge un peu, Alors, nous, on bouge parce qu'on est forcé de bouger. Effectivement, alors, nos SCPI de bureau ne collectent pas, donc c'est Perial Grand Paris et Perial O2. Maintenant, c'est donc les 2 nouveaux noms. Qu'est-ce qu'on fait, nous, sur ces SCPI de bureau? On reste pas les bras croisés, bien évidemment. D'un côté immobilier, on travaille le patrimoine avec une restructuration du patrimoine et pour comment anticiper le retour du bureau qui sera différent du bureau d'avant. Et donc là aussi, on est dans un monde d'après et dans un monde d'avant. Et donc on travaille le patrimoine avec un très fort plan d'arbitrage pour l'année prochaine. Et en ce qui concerne la gestion des associés, bien évidemment, c'est le maintien du dividende de manière à fidéliser nos associés. Et pour ceux qui souhaitent partir, puisque nous avons des parts en attente, nous avons lancé des fonds de remboursement. Et donc, on a commencé à rembourser des associés en vendant des immeubles. Et puis là, nous réfléchissons à d'autres solutions plus techniques et que nous présenterons, qui sont en mode de projet chez Perial et que nous présenterons donc en début d'année prochaine pour trouver effectivement une solution aux associés qui désirent quitter les fonds. Parfait. On va maintenant parler du marché immobilier, si vous voulez bien, avec un petit jeu. J'ai de l'argent à investir aujourd'hui. Où est-ce que je vais trouver les meilleures opportunités? Première question, en France ou en Europe? Un mot, France ou Europe? David? Europe. Après, la France est en Europe. Hein. C'est minable, ça. Eric? France. Martin? Je dirais France. Ok. Classe d'actifs. Logistique, résidentiel géré, santé, bureau. Ce qui vous fait plaisir. Martin, je commence avec vous. Immobilier géré, donc santé, hôtellerie. Nous regardons toutes les classes d'actifs alternatifs en dehors du bureau. Ok. Moi, je regarde le bureau, justement. Ok, allez. Je commence avec vous, Eric. Alors, France, tout hors bureau, c'est quoi en pratique?
Alors, c'est la stratégie Perial. On a une expérience de région, hein, et on revient un petit peu aux fondamentaux de la SCPI avec les régions. Nous avons beaucoup investi et accompagné les grandes métropoles régionales. Notre conviction maintenant, c'est de revenir sur un immobilier de proximité, un immobilier local, habité par des PME locales et bien portantes. Et du coup, nous investissons dans les villes secondaires, les villes moyennes, dans des régions qui sont assez dynamiques sur le plan économique. Et ça existe en France. Donc, on a quand même une économie qui se porte relativement bien, malgré les soubresauts politiques et financiers. Et donc, notre choix est d'aller sur ces marchés-là, qui sont un petit peu délaissés, sur lesquels on offre d'excellents taux de rendement. Et donc, nous allons donc investir dans ces catégories. Juste, ce choix-là, c'est quoi? C'est lié à entre guillemets, vous vous dites que la demande de la clientèle, c'est aujourd'hui d'avoir plus de proximité. C'est lié au fait que ces marchés-là sont stressés et qu'on peut faire de bonnes opérations. C'est quoi? Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne continue pas à investir en Europe. Simplement, à travers POE. Simplement, c'est que notre conviction, c'est qu'il y a des opportunités à aller chercher sur les territoires, qu'on a aussi des associés, des clients qui recherchent aussi ce qu'on appelle un peu la proximité, le local, dans un monde qui est en train de se démondialiser. Et donc, voilà. Et donc, on joue sur cette partition-là, sur le fait que on est beaucoup plus dans un immobilier de proximité. Et on revient un petit peu aussi aux fondamentaux de la SCPI. Vous investissez près de chez vous, vous investissez dans des PME que vous connaissez, dans des PME qui ont une dimension nationale. Et c'est ce que nous voulons faire avec Perial Opportunité Territoire. David, vous savez que je vous adore. Parce que vous savez que j'aime le débat. Donc, il a dit tout sauf le bureau. Vous m'avez dit le bureau en Europe. Pourquoi? Alors, on fait pas que du bureau, évidemment, mais c'est vrai que j'avais envie un peu de répondre le bureau parce que je crois qu'il faut être contracyclique. Et malheureusement, l'immobilier et la SCPI en particulier, le marché, hein, les CGP, les sociétés de gestion, les gérants, sont tous cycliques. Même le régulateur, il est cyclique. Il bouge pas quand ça se passe bien et puis il bouge quand ça se passe pas bien. Donc, effectivement... Il va apprécier. Comment? Il va apprécier. Ouais, j'ai l'impression. Après, c'est qu'un avis. Je recevrai lundi prochain pour en parler. Voilà. Mais effectivement, donc, on a quand même l'impression que être contracyclique, c'est aussi l'opportunité, si on croit dans le marché, d'aller créer de la performance. Alors, je suis un peu provoque quand je dis le bureau parce que on est très diversifié sur IMEC Live puisqu'on a que 30% de bureaux. Donc, effectivement, on n'a pas que ça, heureusement. Mais aujourd'hui, si on veut faire le pari d'aller chercher, me semble-t-il, le deuxième moteur de l'immobilier qui est le gain en capital et qu'on fait un pari de taux, prendre des positions sur des bureaux au travers de baux longs, ce qu'on trouve en Europe, puisque les baux sont plus longs en Europe traditionnellement dans les autres pays d'Europe que la France. Premier point. Deuxième point, les primes de risque en France me semblent assez faibles par rapport aux marchés de taux. Donc c'est un marché, on va parler un peu salement, hein, c'est un marché qui n'a pas dégueulé assez, me semble-t-il. La France, c'est un marché qui aujourd'hui, les gens veulent pas se couper le bras. C'est pas dans la culture française de se couper le bras avec les actifs. On voit bien, hein, ceux qui ont des SCPI plantés, certaines, pas toutes, qui mettent à l'arbitrage des actifs, ils mettent doucement sur le marché en catimini, puis dès qu'on fait une offre, alors, ils la retirent parce qu'ils espéraient avoir le prix de l'expertise de 2021. Donc en fait, on acte le fait que si on regarde les marchés immobiliers, les marchés anglo-saxons, Pays-Bas, Royaume-Uni, etc., Espagne, bougent beaucoup plus, sont beaucoup plus volatiles. Et donc, entre guillemets, peuvent baisser plus bas, mais peuvent aussi remonter plus vite. Ils sont plus volatiles, et si on conjugue cette volatilité avec des durées de baux qui sont plus longs, on peut prendre le pari d'aller chercher le gain en capital au travers de la baisse des taux. Je mets un exemple tout bête, hein. Si vous prenez un bail de 10 ans et que vous croyez à la baisse des taux à 5 ans, bah, si on achète aujourd'hui un immeuble avec un bail de 10 ans à 7% et qu'on pense que les taux vont baisser de 200 points de base, bah, on peut être en capacité à 5 ans de le vendre à 5% et d'aller chercher le gain en capital. Parce qu'il restera une durée résiduelle de baux suffisamment importante. Martin, vous avez répondu... France. J'ai répondu France. Vous avez répondu France. Vous avez répondu France et vous avez répondu plutôt immobilier géré. Donc là, est-ce que c'est votre passé professionnel qui ressort? Forcément. On quitte pas son passé à 16 ans, oui. Donc, mécaniquement, l'immobilier géré, c'est une classe d'actifs que j'apprécie puisqu'elle permet d'avoir des cash flows qui sont stables et de la liquidité. Un peu ce que tu évoquais avec la WALB sur les bureaux à l'étranger. Le marché. Juste la WALB, on va... Pardon, la durée résiduelle ferme. Ok. Des beaux. Parfait. Autant qu'on fasse toute l'éducation, parce que tous les clients, tous les conseillers ne maîtrisent pas forcément toutes les choses, donc autant qu'on précise. Je mets pas le marché européen de côté. Je pense que le marché européen, il est très attractif.
On le sait pourquoi, on sait tous pourquoi. Il y a un enjeu de fiscalité quand on investit en Europe qui est plus intéressant que la France. Mais ce que j'observe aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la collecte qui reprend, mais 85% de la collecte, elle va pour l'Europe aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il commence à y avoir une compétition sur les taux. Je rejoins David avec son calcul qui est de dire j'achète à 7, je pourrais revendre à 5. Oui, il pourrait revendre à 5 parce que comme toutes les liquidités vont en Europe, à un moment, les produits, il faut acheter des bons produits. Donc, on va pas acheter des mauvais produits. Donc, je pense que le marché européen, il est intéressant, mais il faut pas finalement le mettre en contradiction avec le marché français, qu'aujourd'hui, il y a plus d'opportunités sur le marché français, il y a moins de liquidités, il y a plus de vendeurs contraints, il y a des classes d'actifs qui sont difficiles, comme le bureau, mais le bureau est difficile pour plusieurs raisons. Je rejoins Eric, les régions, qui est un peu la marque de fabrique d'Épargne-Pierre, grande métropole régionale, les régions, c'est un marché qui fonctionne en bureau. Quand on est sur les premières couronnes parisiennes, c'est plus compliqué. Donc, le bureau n'est pas une classe d'actifs à écarter. Non. Mais il faut être sélectif sur son sous-jacent, connaître les entreprises, connaître son terrain. Enfin, on a pour l'instant la grande difficulté des gros blocs. Qui est le pendant de la liquidité. Vous avez moins de liquidité. La SCPI, c'est pas une formule secrète du Coca-Cola. Il faut être diversifié, il faut mutualiser les revenus locatifs. Vous pouvez... Quand on prend les épargnants, les clients d'Atlante Voisin, ils investissent 50 000 euros. Avec 50 000 euros, vous pourriez acheter des parkings, des studios. Bon, finalement, vous décidez d'investir dans un produit. Épargne-Pierre, c'est 450 immeubles. Donc, vous avez un revenu locatif qui est très mutualisé. Quand vous êtes local avec des équipes, vous pouvez prendre les meilleurs deals et après, vous pouvez les revendre, générer de la plus-value, etc. L'immobilier géré, on va pouvoir l'observer dans nos prochains reportings. Sur cette année, Épargne-Pierre aura investi en hôtellerie et en immobilier géré une thématique santé, avec finalement des taux de rendement supérieurs à 8%. Ce qui nous montre que, par rapport à notre discours tout à l'heure en disant est-ce que la prime de risque elle est bien recalibrée, sur la France elle est déjà recalibrée, alors que sur l'Europe, moi j'observe des frémissements où ça commence à être la compétition, avec des équipes qui sont basées en Allemagne et en Espagne. Je considère qu'on est quand même en amont des phases. Finalement, on commence à avoir beaucoup de concurrents. Ok, on vient maintenant, si vous le voulez bien, on vient de parler du marché, à la performance pour le client. Il va falloir qu'on s'habitue à quelque chose. Nouvel indicateur, David, le PGA, je crois, la performance globale annuelle, nouveau ou on fait un grand retour vers le passé ? C'est un peu du recyclage, mais ça a le mérite de prendre en compte aussi la valorisation des prix de part, puisque le nouvel indicateur, c'est tout simplement ajouter sur une période la revalorisation des prix de part au taux de distribution. Donc ça permet d'avoir une performance globale côté client. Cette année, combien mon produit m'a rapporté? J'avais payé une part de SCPI 100 balles, elle m'a distribué 5, donc j'ai 5, elle s'est valorisée de 2, 5 plus 2 égale 7, et donc PGA égale 7. Donc ça permet tout simplement de prendre en compte une performance globale, qui est un calcul qu'on retrouve dans toutes les classes d'actifs. D'ailleurs, les actions, c'est le même principe. Ok, est-ce que c'est quand même pas, entre guillemets, plus transparent? Parce qu'on avait un peu le sentiment qu'il y avait à la course à l'échalote sur les distributions de taux de SCPI, avec tout un tas de choses qu'on pouvait se permettre de faire, entre les délais de jouissance, les parts sponsors. Pour vous, ça vous permet d'avoir un marché qui est plus équilibré, plus... Non, franchement, je pense pas. Moi, je pense qu'on a des indicateurs. Il y a le taux de rendement que connaissent bien les clients et qui est l'indicateur phare. Il y a le taux de rendement interne aussi, qui est pour moi l'indicateur le plus approprié pour pouvoir mesurer la performance d'une SCPI en intégrant à la fois l'évolution du capital et les dividendes. Les dividendes, je pense qu'il y a des sujets qui sont extrêmement techniques, qui concernent surtout un petit peu le microcosme des sociétés de gestion, mais qui va pas fondamentalement changer l'appréciation des SCPI. Ce qui est important, en fait, c'est qu'on ait tous les mêmes indicateurs. Voilà. Comme ça, on est comparables entre nous. En fait, c'est ça le plus important, finalement. Oui. Alors, je vous entends, mais... Il y a un sujet avec l'Europe, en plus. Juste, je me permets quand même une remarque à la fois pour les clients et pour les distributeurs. Est-ce que c'est pas un peu chiant qu'on change d'indicateur tous les 3 ans, quoi? Alors peut-être oui, je sais pas, mais moi, pardon, je suis censé expliquer des choses aux clients. Si toutes les 2 minutes on me dit qu'il faut changer les trucs. Je pense pas que le TRI, le taux de distribution, ait changé. Donc il y a quand même des indicateurs qui se maintiennent depuis la nuit des temps sur ce point. Les épargnants à la fin, ils regardent le nombre de centimes, d'euros qui sont perçus à chaque distribution, à chaque trimestre. Donc mécaniquement, c'est toujours bien qu'il y ait plus de transparence. Ça nous permet de se comparer les uns aux autres. Je pense que ça vient répondre peut-être à une attente de certains CGP de comprendre l'impact de la valorisation de la part. Et aussi, ça permet de comparer la SCPI avec d'autres classes d'actifs, parce qu'on retrouve finalement une performance globale.
Parfait. Allez, maintenant on attaque la SCPI de demain à partir de vos lancements et puis à partir d'un certain nombre de questions de ce qui se passe sur la place et de réflexion. Eric, je commence avec vous. Vous nous aviez tout à l'heure annoncé 2 nouveaux produits. Vous nous aviez dit que le premier était sur la France. Et quand j'ai regardé sur le site internet pour l'analyser avant cette émission, j'ai constaté qu'il était à la fois sur la France, mais qu'il était présenté comme étant diversifié. Donc le petit match, c'était diversifié ou thématique. Est-ce qu'il faut le considérer comme étant une thématique française ou comme une diversifiée? Alors, diversification et SCPI, vous avez la diversification géographique et la sectorielle. Donc nous, on se focus sur la France, donc c'est inscrit dans nos statuts, c'est-à-dire que Perial Opportunité Territoire investit uniquement en France et on respecte cet engagement que nous avons vis-à-vis des associés et des prospects. Et donc, en revanche, nous allons diversifier notre patrimoine puisque nous considérons qu'on a une exposition bureau qui est extrêmement forte et qui a été quand même le secteur qui a le mieux marché, qui est le plus profond en immobilier, qui est le plus rentable. Donc, on n'est pas en train de cracher dessus. Simplement, c'est que on voit des opportunités. Les opportunités sont beaucoup plus sectorielles, surtout que quand vous attaquez dans des villes de taille moyenne. Par exemple, voilà, on vient d'acheter un local commercial qui est à 10% de rendement à Saumur. On vient d'acheter également à Caen avec un taux de rendement supérieur à 10%. Donc, l'important, c'est pas forcément de se mettre dans un espèce de corner de catégorie, c'est se dire notre champ de course, ce sont les territoires français, et à nous d'aller chercher le meilleur actif qui dégage le meilleur rendement, justement, dans ces villes moyennes, un petit peu délaissées par les investisseurs jusqu'à présent. Ok, l'ambiance jusqu'à présent, c'est sur on regarde un peu l'histoire des SCPI les 2 dernières années, les gros lancements, c'était avant tout des produits diversifiés. Martin, chez Atlantes Voisins, il y a eu une stratégie qui a été un peu différente, puisque vous avez lancé un produit thématique. Oui, on a pris le contre-pied. En fait, quand on regarde, c'est un peu une marque de fabrique de Voisins. En 2013, Épargne Pierre est lancé diversifié, alors que le marché est majoritairement bureau, classe d'actifs qui fonctionnait bien. Épargne Pierre démarre en étant diversifié, alors que le marché est plutôt thématique bureau. On lance Épargne Pierre Sophia, thématique santé, alors que le marché est plutôt diversifié. Alors, on a aussi une lecture du marché qui est la diversification géographique. Donc, Épargne Pierre Sophia, thématique santé, adossé à une industrie finalement qui ne fait que croître et qui est très stable, qui permet d'avoir des revenus, une perspective sur les revenus qui est forte, et en même temps, une diversité géographique. Vous pouvez être exposé à l'ensemble de l'Europe et de la zone euro. Ok. Alors vous, chez Remake, il y avait un produit, Remake Live, et là, vous nous annoncez Remake UK. Alors, je voudrais comprendre pourquoi aller chercher quelque chose d'aussi spécifique. Alors, effectivement, donc nous, on est intimement persuadé, c'est notre conviction de gérant, que dans un produit ouvert, et c'est par là en fait où on a abordé les choses, c'est par le mode de commercialisation et la durée de vie du produit. Dans un produit ouvert, si le gérant veut pouvoir tirer la meilleure performance sur la durée de vie du produit, je rappelle qu'une SCPI statutairement c'est 99 ans, durée de vie, il faut impérativement être diversifié. Parce que sinon, vous pouvez pas avoir raison 99 ans. À un moment ou à un autre, si vous êtes sur une thématique ouverte, vous allez vous prendre les portes du saloon dans la tête, et c'est normal, et vous n'aurez pas... Alors, ça veut pas dire qu'il y aura des sujets de liquidité ou quoi que ce soit sur le fond, c'est pas du tout mon point. C'est juste que vous pourrez pas maximiser la performance parce que vous allez finalement prendre un retour de cycle, et à un moment, ça sera un peu plus dur. Très bien. Donc, à partir de là, nous, on pense, et en tout cas, c'est notre conviction, que les produits ouverts doivent être diversifiés pour permettre au gérant de bouger son allocation suivant l'opportunité du moment, mais à l'inverse, les produits thématiques se doivent d'être fermés. Parce que la thématique, c'est l'opportunité dans l'opportunité. C'est-à-dire que on identifie une opportunité de marché, on collecte des fonds en un temps record en mode commando, et on ferme. On ferme et on arrête. Parce que le pari qu'on vend au CGP et qu'on vend au client final, c'est de dire on va maximiser votre performance au travers de cette thématique, mais à un moment, il faut s'arrêter de collecter, sinon on sera plus en capacité de maximiser cette performance. C'est pour ça que Remake UK est un fonds millésimé, un fonds à durée de vie limitée, puisque c'est un fonds qui est prévu pour une durée de vie statutaire de 7 ans, qui est prorogeable 2 ans, mais qui peut aussi, parce que la durée de minimum de détention des immeubles, c'est 5 ans. Dans une SCPI, on pourrait très bien vendre au bout de 5 ans si la performance est suffisante, si le TRI cible est atteint. Donc ça sera entre les deux, entre 5 et 9 ans. C'est pour ça que c'est 7 ans moyen. Et on va rendre, finalement, les capitaux aux clients. Pourquoi le UK ?
en 2 mots? Alors pourquoi le UK? Parce qu'aujourd'hui c'était le marché qui nous semble le plus attractif. Même si on parlait d'Europe tout à l'heure, il y a effectivement des différences de mouvements de cycle en Europe. On a quand même au UK une économie qui est plus dynamique que le reste de l'Europe. On a historiquement 150 points de base d'écart entre la Bank of England et la BCE. Donc on a une rémunération de l'argent qui est supérieure au Royaume-Uni, qui se retrouve dans les primes de risque des immeubles qu'on trouve au UK. C'est aussi un marché plus volatile. On a parlé de volatilité tout à l'heure. Donc qui dit volatilité dit opportunité. On supporte le change? Alors on le supporte, oui. On prend le risque de change dans le produit. Pourquoi on a fait ce choix? On a fait le choix de ne pas couvrir le risque de change sur ce produit. Il y a différentes raisons. La première raison, c'est que sur les 10 dernières années, la volatilité est de l'ordre de 6% sur le sterling. Donc, c'est-à-dire que pour vous donner un exemple chiffré, si on achète un immeuble à 7%, 6 x 7, 42, ça veut dire que, globalement, on peut avoir une variation de 42 centimes autour de ces 7%. Mais le coût de couverture pour couvrir intégralement le change, c'est entre 150 et 200 points de base. Donc ça veut dire que vous seriez en capacité de payer en permanence 2% pour couvrir quelque chose qui, à un instant T, pourrait baisser de 40 centimes. Donc c'est le choix qu'on fait. On a fait le choix de pas se couvrir. Il y a aussi un autre moyen de se couvrir, en tout cas de limiter la volatilité, c'est d'emprunter en sterling. On a un petit peu de levier dans ce fonds et on va lever des sterlins localement pour neutraliser le risque de change sur l'ensemble du portefeuille. Je reviens sur le débat qui est ouvert là entre SCPI ouverte ou fermée. C'est le débat du capital variable. Quand j'étais plus jeune, on avait des SCPI à capital fixe. On a découvert la SCPI à capital variable. Tout le monde s'est transformé quasiment en capital variable en disant c'est super, ça permet de collecter à tout moment et puis ça assure la liquidité. On voit bien dans la période actuelle que la liquidité pose quand même malgré tout un certain nombre de problèmes, en dépit de tous les outils qui existent. Martin Jackson, je voudrais avoir votre avis sur ce match SCPI fixe et SCPI à capital variable, d'autant que chez vous, il y a les deux. Il y en a notamment une qui est restée à capital fixe. Alors, justement, on peut tirer un enseignement de notre capital fixe. Et cette capital fixe, Imo Placement, c'est la résultante de la fusion de plusieurs autres véhicules. Parce que ce qu'on a pu observer, c'est que, comme je l'indiquais, il faut mutualiser les revenus, avoir une taille de patrimoine assez conséquente. Et les SCPI à capital fixe, elles se doivent d'avoir une taille significative. Et donc, pour moi, capital fixe, c'est une option, mais il faut être capable d'avoir une taille qui dépasse les 250 millions d'euros, de sorte à avoir des revenus locatifs, suffisamment d'immeubles, des revenus locatifs diversifiés pour avoir un rendement qui soit stable. Je pense qu'on parle beaucoup de diversification de thématiques, mais il faut se souvenir que le but de la SCPI, c'est d'avoir un rendement qui soit stable dans la durée. Et pas forcément d'avoir des rendements très élevés au début, puis ensuite qui s'érodent parce qu'il y a un départ de locataires et qu'il y a un poids trop important. Je suis pas tout à fait d'accord. Donc, c'est pour ça que je me permets d'intervenir. Le but de la SCPI, c'est pas... Alors, bien sûr, la SCPI, elle est conçue pour avoir des revenus. Mais lorsqu'on monte ce type de fonds, le premier but, c'est quand même de faire de la perf. Non, mais juste, est-ce que finalement... On peut effectivement profiter de l'opportunité de marché au travers de ce véhicule pour essayer d'aller chercher le gain en capital. Sur la taille de 250 millions, moi j'ai pas d'avis là-dessus parce que si on fait 100 millions mais qu'on a des lignes à 5 millions, je vois pas où est le problème. Mais, David, avec une diversification qui est suffisante. David, je me permets de rentrer dans le débat parce que est-ce que finalement, là encore derrière les mots, et c'est bien qu'on ait cet échange, est-ce que on se dit capital fixe, capital variable? Faut pas les opposer. Est-ce qu'on n'a pas en réalité, est-ce que ce match-là techniquement n'est pas faux? Parce que moi j'ai un peu le sentiment que dans les choses qui vous opposent, c'est pas le sujet capital fixe qui vous oppose, c'est durée de vie de 9 ans par rapport à durée de vie de 99 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même perception, me semble-t-il, quand on est société de gestion, de dire, vous aujourd'hui, grosso modo, le message sur UK, c'est de dire au client, tu rentres, tu sais que tu toucheras pas ton argent avant la clôture, point à la ligne. Ouais. Ne cherche pas à avoir un marché secondaire, etc. Absolument. Tu es dans un produit fermé, tu es dans du private equity, Il n'y a pas de liquidité. On rappelle que l'immobilier, de toute façon, d'une manière générale, il n'y a pas de liquidité. On a créé des produits à capital variable pour donner de la liquidité à quelque chose qui, naturellement, n'en a pas. Donc, on a organisé la liquidité autour de ces produits. Faut pas les opposer, me semble-t-il. C'est juste des différents avec, en tout cas, chez nous, Remax UK, c'est une offre complémentaire. C'est pas du tout une offre principale. Je laisserai Eric intervenir après. S'impatiente. Oui, je pense que l'opposition, elle existe, mais c'est le fait, pour moi, de dire il y a un produit qui fabrique de la performance,
qui utilise la coquille de la SCPI. Exactement. Je ne sais pas si c'est la bonne coquille. Pour moi, le format de la SCPI, c'est un produit qui est là pour distribuer du rendement récurrent sur le long terme, avec une fabrication de performance, et c'est pour ça qu'il y a l'indice de TRI qui vous donne la différence entre votre taux de distribution et le taux de rendement interne. Donc il y a effectivement une opposition, mais c'est dans des allocations d'actifs. Alors, intéressant, on va revenir sur la coquille. On reste sur la coquille. Est-ce que pour vous, la coquille, c'est la coquille SCPI qu'il faut faire quand on veut faire des produits formés, ou il faut utiliser d'autres choses? Je voudrais revenir sur la SCPI. D'abord, c'est une opportunité pour nous, et c'est un produit dans sa sagesse qui permet d'avoir les deux statuts. C'est vrai que jusqu'à présent, on a vu beaucoup capital variable, parce que ça correspond aussi à un momentum de marché. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de collectes, vous devez beaucoup investir, et que vous devez être ouvert. Lorsqu'on a créé Perial Opportunité Territoire, nous avons questionné nos partenaires CGP, puisque nous avions pensé à la capital fixe déjà à l'époque, notamment sur les leçons du boom du cycle précédent. Ils n'ont pas voulu. Ils ont préféré la version capital variable parce que c'est effectivement plus simple pour eux de gérer les distributions, les collectes lorsque vous allez effectivement souscrire, que vous allez revoir votre client et que ce soit ouvert. En ce qui concerne, en revanche, le capital fixe qu'a mis en place David et que nous avons mis, nous, en place à travers nous un fonds professionnel de capital investissement, c'est-à-dire un FPCI, c'est quoi en fait? C'est-à-dire qu'on est dans une phase de transition de cycle et qu'est-ce que vous voulez faire à travers les fonds fermés au fond, c'est-à-dire un capital fixe ou un FPCI, c'est que vous voulez capter la valeur. C'est-à-dire que vous allez acheter dans des bonnes conditions et vous voulez revendre dans des bonnes conditions. Et que vous n'êtes pas dans la SCPI à capital variable qui, elle, est ouverte et sur lequel vous devez effectivement assurer un dividende régulier et stable pour vos associés. C'est que là, vous êtes dans une autre perspective qui est de se dire, il y a des opportunités sur le marché. Et nous revenons à travers notre FPCI, notamment Perial Next Value, sur du bureau. Donc nous continuons à capitaliser sur le bureau, c'est-à-dire comment je vais acheter du bureau rincé, pas cher, en région parisienne. Et nous, on s'est focalisé sur Neuilly-le-Valois, donc on a un terrain de chasse très limité, de manière à ce qu'on puisse effectivement faire des travaux, le relouer et les revendre lorsqu'il y aura ou la dissolution de la capitale fixe, ou alors dans la partie FPCI, c'est-à-dire vous avez la phase d'investissement, vous avez la phase de gestion, et après ça, vous avez la phase de liquidation. J'avais pas prévu de le faire, mais je vais le faire quand même, puisque vous me tendez la perche. Par contre, on va essayer quand même de le faire vite. Est-ce que, donc, là, on voit bien la différence des outils, etc. Est-ce que la SCPI, dans cet univers de la pierre-papier, donc on voit bien un peu les segmentations qui sont en train d'apparaître et qui sont potentiellement assez différentes de ce qui existait auparavant. On disait il y a la SCPI, il y a l'OPCI, il y a l'ASC, donc on voit bien que les choses deviennent un peu plus compliquées. Est-ce que, Martin, pour vous, la SCPI, ça doit être un produit de rendement oui, en tant que tel, et puis que si on veut faire de la plus-value, c'est d'autres outils. Comment vous voyez le produit, vous? Alors moi, je vois le produit de la SCPI comme un produit qui a déjà 60 ans, qui est à la fois très moderne. Vous pouvez l'acheter en démembrement, à crédit. Vous pouvez avoir différentes structurations de frais. Donc c'est un produit qui est bâti pour fabriquer du rendement, constituer un patrimoine et avoir une vision très long terme de son épargne. À côté de ça, le marché offre un point d'entrée qui permet d'avoir une approche opportuniste. Et il y a d'autres outils qui peuvent le permettre de faire, les FPCI, les FPS. Et ça doit, à mon sens, être une autre manière d'allouer. De manière provoque, ça a été l'un des grands débats qu'il y a eu sur les distributions, enfin sur les taux servis. Est-ce que le rôle de la SCPI, c'est de distribuer de la plus-value? En partie. Et en fait, donc on peut en faire. Je veux dire, tout le monde en fait. Enfin, j'ai attendu que tu le fasses parce que j'allais le faire. J'attendais tranquillement. J'allais être un peu provocateur et leur dire, on n'avait jamais distribué de plus-value dans vos SCPI? Bien sûr. Bon, voilà. Donc on sait en faire. On sait en construire. Mais l'avantage de la SCPI, parce qu'on s'est posé la question de la FPCI, évidemment, ou une SCPI sur Remake UK. C'est évident. On est tous professionnels, on connaît tous les outils. On va se poser la question. Nous, on a fait le choix de la SCPI parce que c'est un véhicule qu'on peut plus facilement commercialiser. C'est un véhicule aussi qui est plus facilement accessible. Ce n'est pas un fonds professionnel. C'est un véhicule grand public. Donc ça permet aussi de vendre des stratégies qui sont des stratégies de type institutionnel. Je rappelle que collecter de l'argent à un instant T, fermer et vendre le fonds, le liquider, c'est la stratégie de nos grands frères BlackRock, Blackstone, qui ont des stratégies assez complexes, me semble-t-il, et qui vont chercher à la fois la distribution et la valeur. Donc on peut imaginer ce type de stratégie, les proposer au grand public au travers de véhicules grand public, plus accessibles. Alors, question par rapport à ça, et on termine là-dessus sur le côté entre guillemets grand public, clientèle retail.
Il y a un décret qui permet de baisser le nominal départ. Il y a des sujets autour de la décimalisation. Est-ce qu'il faut, selon vous, aujourd'hui, positionner très clairement la SCPI comme étant un produit grand public, ou est-ce que il faut positionner la SCPI comme étant un produit, gestion de patrimoine? UK, on y accède à partir de combien, Remake UK? Alors, Remake UK, une part, c'est 1 000 €, donc mais c'est 10 000 € minimum le package. Enfin, il faut 10 parts minimum. Donc, ça fait 10 000 €. Donc, la logique, versus 204 € sur Remake Live. Donc, la logique, c'est de dire que c'est pas un produit qu'il faut vendre à tout le monde? Alors la logique, c'est de dire que ça s'adresse au grand public parce qu'un fonds professionnel, c'est 100 000 €. Mais ceci dit, on est quand même sur une clientèle un peu plus éveillée, puisqu'il y a quand même du risque de change. On concentre les investissements sur un seul pays, etc. C'est une offre complémentaire. On va pas mettre tous ces sous, évidemment, dans Remake UK. Enfin, moi, je veux bien, allez-y, mais j'aime beaucoup. Ceci dit, si j'étais conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas ce que je conseillerais. J'aime beaucoup le terme qu'on pourrait mettre dans la réglementation, clientèle éveillée. Clientèle endormie aussi. C'est pour ça que je trouve que le terme me plaît beaucoup. Martin, est-ce qu'il faut rendre les SCPI très accessibles? Quels sont les choix chez vous? Je pense que plus les outils vont le permettre, plus il faut aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a la clientèle professionnelle qui se distingue par un investissement de plus de 100 000 €. On est déjà en dessous de cette clientèle professionnelle, mais le plus on sera capable à la fois de baisser le ticket d'entrée et aussi, nous c'est déjà le cas, de faire des versements programmés. Donc en fait d'avoir une épargne qui se constitue progressivement, le plus ça va dans la démocratisation de l'épargne. Moi je suis favorable à ça. Après la difficulté, c'est toujours la difficulté des outils. Plus vous êtes un acteur ancien, reconnu du marché, plus vos outils ont été bâtis dans un cycle qui était moins digital, et c'est toujours difficile de transformer une cathédrale dans un loft. Donc il y a quand même, moi, ce que je constate, peut-être qu'Éric aura le même avis, mais moi, ce que je constate en tout cas, c'est que la démocratisation de la SCPI a amené de nouveaux typologies d'investisseurs, peut-être plus jeunes, plus volatiles, plus mobiles, mais aussi, alors je vais pas reprendre le terme éveillé parce que aussi, mais il y en a aussi qui sont quand même enfin peut-être pas toujours conseillés correctement, puisque moi j'appelle ça les traders de SCPI. On voit des gens qui rentrent dans ces véhicules, qui sont obsédés par la distribution tous les mois. Ils envoient un mail tout de suite au service client, ça a baissé d'1 centime, qu'est-ce qui se passe? On va tous mourir. Attendez, il faut rappeler que c'est des produits très long terme. Et là, je partage tout à fait l'avis qui a été dit précédemment. Ce sont des produits long terme. Il faut laisser le temps au temps. Éric, décimalisation, valeur de part, réinvestissement des dividendes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites ça depuis 60 ans, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous vous dites... Éric quand même. Mais la maison. Est-ce qu'on se dit aujourd'hui, il faut proposer, quoi qu'il arrive, une distribution mensuelle, alors qu'auparavant, le rythme de distribution, c'était plutôt du trimestriel? Ce qui est formidable avec ce produit, c'est que c'est une boîte à outils. Et on est en train de redécouvrir la boîte à outils. Parce qu'on a tous été effectivement dans un cycle où on vendait des produits tout faits, packagés, et dans un cycle haussier. Là, vous redécouvrez les vertus de la SCPI, qui est une base et sur lequel vous pouvez faire du crédit, du démembrement de propriété, des versements programmés. Et là, nous avons une réglementation qui nous aide à ça. Et on a à la fois la réglementation et on a à la fois la technologie. Et donc, on voit bien que notamment quand l'AMF a accepté effectivement de baisser le nominal à 50 €, nous, Période Opportunité Territoire, on l'a mis à 50 €. Et pourquoi ce qu'on veut faire aussi? C'est-à-dire qu'on veut un parcours totalement digitalisé. Et ce que l'on veut aussi, c'est que dans des marchés qui sont plus complexes aussi, c'est d'attirer les jeunes générations. C'est-à-dire qu'on voit bien que le sujet de la retraite aujourd'hui, tel qu'il est vécu collectivement, et qu'il faut donc préparer sa retraite de plus en plus tôt. Et donc, c'est de pouvoir attirer des jeunes générations qui vont pouvoir mettre des petits tickets, mais de manière programmée, pour pouvoir se constituer un capital. Alors, ça sera peut-être pas le capital de la retraite, mais ça pourra demain acheter un appartement alors que l'immobilier est très cher. Enfin, il y a donc des tas de solutions. Et au fond, la SCPI, c'est avant tout aussi une solution d'investissement. Et donc, une solution d'investissement sur le long terme pour pouvoir effectivement capitaliser. Et en fait, c'est pour moi le meilleur produit retraite par excellence. Oui, il faut la moderniser, il faut continuer à la moderniser. Il faut continuer à moderniser. Parce que c'est quand même le seul produit qui a survécu, hein. Enfin, appelons un chat un chat. Hein. L'OPCI, grand public, il y en a plus. Ils sont en déshérence. Les SC, support d'unité de compte, on peut pas dire que ce soit à la pointe de l'épée aujourd'hui. Donc, il reste plus que la SCPI qui, une fois de plus, j'ai envie de dire une fois de plus,
a survécu à un moment de retournement de cycle. Donc c'est quand même un produit qui est assez incroyable. Quand on aime, on n'aime pas. Ah oui. C'est plein de spécificités. C'est un plan comptable spécifique. Il y a des codes de source où il y en a pas. Enfin bon, bref, c'est un produit qui ressemble à aucun autre dans l'épargne, mais il est forcé de dire que c'est un produit qui à chaque fois survit. Et comme vous rappelez les 60 ans, nous, PGP, c'est 60 ans de TRI. C'est 60 ans de track record. On a un TRI qui est légèrement en dessous de 10% depuis 60 ans. Et donc ça, c'est une garantie. Et donc dans une situation qui est un petit peu aujourd'hui instable, c'est le produit phare sur lequel il faut développer. On attend tous avec impatience les différentes catégories de parts proposées par l'AMF, parce que là aussi on pourra faire des choses absolument formidables en fonction de la typologie du client, en fonction des réseaux de distribution, en fonction peut-être d'options de capitalisation des dividendes si nécessaire. Donc oui, travaillons sur la modernisation du produit. Merci beaucoup à tous les trois de ce débat. J'ai vu qu'il y avait des points de convergence, j'ai vu aussi qu'il y avait des points de divergence. J'espère en tout cas que ça vous a permis d'étoffer votre background et de trouver effectivement, d'avoir des réflexions et de trouver des solutions pour vos clients. Merci à tous les trois. Donc, tout de suite, Solutions Patrimoine. Solutions Patrimoine avec nous en duplex depuis Brest, Olivier Dagenac, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière. Olivier, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un phénomène dont on parle beaucoup aujourd'hui d'un point de vue financier. C'est le vieillissement de la population avec, à terme, d'importants transferts de capitaux. Oui, tout à fait, Jean-François. D'après les estimations, dans les 10 ans à venir, entre 5 000 et 9 000 milliards d'euros vont changer de main à travers l'héritage. Donc là, on a un marché colossal pour nos partenaires CGP. Et en pareille situation, comment fait-on pour optimiser ? Malheureusement ou heureusement, pour une fois, on va pas parler d'optimisation fiscale parce que, comme vous le savez, eh bien les abattements en matière de donation et de succession sont les mêmes. Donc, si je donne maintenant, je n'aurai pas les 15 ans pour reconstituer les abattements. Donc, on est vraiment sur la transmission civile et pas tellement l'optimisation fiscale. Alors malgré tout, Olivier, je vais quand même vous provoquer. Sans optimiser d'un point de vue fiscal, est-ce que par exemple, j'aurais pas intérêt à faire une donation-partage transgénérationnelle ? Certes, je me bouffe les abattements, mais je permets de transmettre à mes petits-enfants plutôt qu'à mes enfants, alors que mes enfants n'en ont pas besoin. Vous avez raison, bien sûr, mais je prenais le cas général. Mais c'est vrai que cette donation-partage transgénérationnelle, donc là, on parle des grands-parents qui vont transmettre aux petits-enfants en utilisant l'abattement des enfants, avec leur accord, bien sûr, permet de sauter une génération, eh bien, parce que aujourd'hui, on hérite de plus en plus tard, et parfois, les enfants ont déjà un patrimoine constitué, et ce n'est pas la peine de l'alourdir avec une succession qui va arriver. Alors que les petits-enfants, eh bien, ils sont en pleine vie active, ils vont pouvoir profiter de cette donation transgénérationnelle. Olivier, on a une population âgée qui traditionnellement est mariée et donc où on a un conjoint. Y a-t-il en pareille situation des conseils spécifiques à donner ? Bien sûr, il faut améliorer, vérifier la protection du conjoint survivant. Est-ce qu'il va avoir les capitaux nécessaires au maintien de son train de vie, donc une projection de la réversion ? Est-ce que, eh bien, s'il est suffisamment doté, il est nécessaire de transmettre tous ces capitaux, tout le patrimoine du décujus, donc de celui qui décède, au conjoint survivant ou au partenaire de Pacs. Et est-ce que ça serait pas le moment d'aménager le régime matrimonial ou de faire un testament pour ouvrir la faculté de cantonnement, c'est-à-dire la faculté de choix du conjoint survivant, pour dire le conjoint va conserver la résidence principale, mais peut-être que la résidence secondaire, il va la laisser aux enfants à travers le cantonnement parce que il a plus forcément à son âge envie d'aller s'occuper du chalet à la montagne. Allez, Olivier, autre hypothèse, je n'ai plus de conjoint, j'ai des enfants et ils ont de l'argent. Qu'est-ce que je fais ? Alors, il n'y a plus de conjoint, simplement les enfants. On va aujourd'hui regarder comment est transmis le patrimoine. Si on a des contrats d'assurance vie, c'est le moment de vérifier les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie et d'être certain qu'ils prévoient la représentation en cas de renonciation. En matière de succession, la renonciation
entraîne la représentation. Donc, vous renoncez, vos enfants viennent vous représenter à la succession. En matière d'assurance vie, il faut vraiment que l'assuré l'ait prévu dans sa clause bénéficiaire pour que cette option soit offerte aux enfants de saut de génération. Ok, Olivier, on s'intéresse donc à cette clause bénéficiaire. Il y a différentes solutions. Quelle est la plus adaptée? Prenons un exemple. Le démembrement, est-ce que c'est bien quand c'est fait au profit du conjoint ou des enfants? Le démembrement pour le conjoint, oui, parce que ça va apporter pour le coup, un impact fiscal au second décès. Mais à mon sens, ce qui est le plus important aujourd'hui, compte tenu des patrimoines qui vont être transmis, c'est sur la globalité des capitaux et sur le choix. Le conjoint, est-ce qu'il a besoin de tout? Eh bien, la clause à option, c'est le moment de la rédiger pour lui offrir le choix. S'il a besoin de tout, il prendra tout. Mais si la clause prévoit qu'il puisse prendre que 75%, 50%, ça ouvre le choix au conjoint ou même aux enfants. Est-ce que les enfants, ils ont besoin de tous ces capitaux? Eh bien, parfois, ils ont besoin d'une quote-part simplement de ces capitaux, mais le tout ou rien est un peu absolu. Donc, aujourd'hui, vérifier ces clauses bénéficiaires, les mettre à jour et offrir les options possibles aux enfants ou aux conjoints, c'est vraiment un travail du CGP qui doit réaliser dans le cercle familial pour anticiper ces transmissions à venir. Olivier, ces transmissions à venir, elles inquiètent considérablement les banquiers parce qu'il y a beaucoup d'encours qui sont chez eux. Comment faire en tant que CGP pour essayer de séduire les futurs héritiers? Le plus important, à mon sens, aujourd'hui, en tant que CGP, c'est d'avoir tout l'environnement familial, tout le cercle familial, presque faire du family office dans le sens où je gère toute la famille, d'avoir les grands-parents, les parents, les enfants, me permet d'organiser la transmission entre ces différents degrés et vraiment d'aller sur de l'orfèvrerie en matière de transmission pour justement organiser au mieux ce saut de génération. Merci beaucoup Olivier Dagenac d'avoir été avec nous en duplex. Merci à vous d'avoir assisté à cette émission. On se retrouve l'année prochaine, sauf si des événements nous amènent à nous revoir avant. À bientôt, ciao.